Bonjour à tous, et bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des directs de l'IH2EF avec un numéro cette fois-ci consacré à NSI, numérique et sciences informatiques, donc une filière de plein emploi pour les filles et pour les garçons. En effet, vous savez que c'est une spécialité qui a été mise en place dans le cadre de la réforme du lycée. Il nous a paru intéressant justement de prendre un peu de recul maintenant et de faire un peu le point. C'est ce que nous allons faire au cours de ce direct et également engager une réflexion sur les leviers que peuvent utiliser les proviseurs de lycée, notamment auprès de leurs équipes et auprès même de l'équipe de direction, auprès des parents. Donc nous allons évoquer tout cela au cours de ce direct, mais je ne serai pas toute seule bien sûr, puisque je vais être accompagnée tout au long de ce direct, notamment par Jean-Marie Chénaud. Monsieur l'inspecteur général, merci d'être à mes côtés pour animer ce direct et être notre fil rouge tout au long de cette heure à venir. Nous allons également être accompagnés par 3 autres invités qui sont en visio. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, je vais commencer d'ailleurs par les femmes. Donc nous allons avoir Françoise Turbo qui est proviseure d'une cité scolaire dans l'Académie de Paris. Merci Françoise d'être avec nous. Nous avons également Gianne Bacchicchini qui est avec nous. Vous êtes directrice du recrutement de la société Capgemini. Merci d'être avec nous, Gianne. Et Rémi Ferrand, vous êtes délégué général de l'association Talents du numérique. Donc vous allez tous les 4 intervenir aujourd'hui dans un cadre un peu particulier parce que finalement nous allons faire le choix de travailler un peu à l'envers. Nous allons avoir une première phase de constat, notamment avec monsieur l'inspecteur général. Et puis ensuite nous allons creuser justement la question des entreprises. Qu'est-ce que les entreprises attendent aujourd'hui des profils dans les recrutements? Et ça, c'est Gianne qui nous donnera quelques éléments là-dessus. Et nous allons interroger aussi les parcours, les orientations des élèves. Et ça, c'est plutôt Rémi Ferrand qui interviendra sur cette question-là. Et une fois que nous aurons fait ce point-là, nous aurons dans une deuxième partie le souhait de lever avec vous un peu tous les leviers, de réfléchir avec vous à tous les leviers que peuvent avoir les chefs d'établissement pour justement, mettre en accord cette filière avec la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être avoir une implication beaucoup plus importante du nombre d'élèves dans cette filière-là, monsieur l'inspecteur général. Absolument. On va justement peut-être commencer, non sans vous rappeler bien sûr que vous avez 2 modalités d'interaction pour être en lien avec nous. Vous avez le hashtag direct IH2EF et vous pouvez utiliser justement aussi une application numérique pour le coup en tapant menti.com sur votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette. Il vous suffit de mettre le code qui s'affiche et que vous pourrez regarder régulièrement pour nous poser toutes vos questions et je les reçois en direct sur mon ordinateur. Donc, monsieur l'inspecteur général, Jean-Marie, dites-nous tout, les constats. Donc voilà, la réforme du lycée a permis de mettre en place cette nouvelle spécialité. On peut peut-être maintenant faire un premier constat, dire ce qu'il en est. Alors. Absolument, merci Magali. Oui, effectivement, l'année dernière était donc la première année de cette spécialité informatique, qui est quand même la grande nouveauté de la réforme en termes de contenu. Donc il faut savoir qu'il y avait à peu près 31 500 élèves qui avaient choisi NSI, ce qui fait à peu près 8,15% du nombre d'élèves. Et d'entrée, on a un constat qui nous embête beaucoup, à savoir 17,6% de filles et 82,4% de garçons. Donc une spécialité très genrée d'entrée. Alors on avait l'année dernière des situations, et on les a toujours, très hétérogènes d'une académie à l'autre. Parce que si on regarde par académie, on avait des académies où le plus bas, c'était 3,6% des élèves qui avaient choisi NSI, et la plus haute, c'était 21,4%. Donc il y a un facteur 6 quand même entre les deux, avec une moyenne à 8,4%. Après, on avait, si on prend le nombre de lycées qui proposaient NSI, parce que NSI n'était pas proposé partout, donc ça, c'était quand même un indicateur important.
Ben là aussi, ça allait de 17% à peu près. Hein, ça, c'était le chiffre le plus bas. Donc, il y a des académies où moins de 1 lycée sur 5 proposait NSI. Et on a un champion qui avait 90% des lycées qui proposaient NSI, mais une moyenne quand même de 67,5%. Donc, globalement, quand même, NSI était bien représenté. Ce qui est intéressant, si on compare avec un chiffre que j'ai donné, c'est le pourcentage d'élèves quand ils peuvent. Parce que quand NSI, les élèves, ils ne vont pas déménager. Donc quand NSI n'est pas proposé dans le lycée, ils ont quand même peu de chances de le choisir. Donc dans les lycés où NSI était proposé, la moyenne des élèves qui ont choisi NSI était de plus de 14%. Et non pas de 8%. Donc on voyait quand même que quand ils avaient le choix, ils étaient plus nombreux à choisir NSI. Alors si maintenant on regarde cette année, il y a 34 800 élèves, donc une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière, et on a 18,1% de filles, à comparer avec le 17,6%. C'est un peu mieux, mais il faut être lucide. À ce rythme-là, si on veut la parité, il faudra 60 ans quand même. Alors, en terminale, quels sont ceux qui ont gardé NSI, puisque donc par rapport aux spécialités de première, ils en abandonnent une et ils en conservent deux. Donc il y a un petit 50% d'élèves qui ont conservé NSI, à savoir 13 900, et ce qui représente donc plus que 3,7% des élèves, mais surtout, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de filles, il se trouve que ce sont les filles qui ont majoritairement le plus abandonné NSI. Alors, elles étaient 17,6%, elles ne sont plus que 13% quasiment en première, avec 87% de garçons. Alors, pourquoi tout ça, c'est important? Tout ça, c'est important parce que, quand même, depuis 40 ans, la filière du numérique, c'est une filière qui connaît le plein emploi et qui a même du mal à recruter. Le numérique, c'est un domaine où l'ascenseur social reste très fort. Et puis, c'est pas une mode. La transformation numérique de la société, c'est une lame de fond. Ça va amplifier le phénomène. Donc, si on veut pouvoir former les jeunes par rapport au monde de demain qu'ils vont connaître, là, le rôle des cadres, que ce soit dans les établissements avec les équipes de direction ou dans les académies, est vraiment très important. Alors, je finirai juste avec deux ressources, éventuellement. Il y a une page sur EduSchool qui s'appelle « Pourquoi choisir NSI ?» et qui donne des arguments qui, me semble-t-il, sont assez pertinents. Et puis, le problème des filles dans le numérique, c'est vraiment un problème majeur. Il y a un excellent livre d'Isabelle Collet, qui est professeure à l'Université de Genève, qui s'appelle « Les oubliés du numérique » et dont je ne peux que recommander la lecture. Alors, justement, Jean-Marie, vous le disiez, c'est plus un phénomène de mode. C'est vrai qu'il y a 30 ans, on voyait arriver le numérique, chacun se disait oui, mais ça va passer ou on passera à autre chose. Aujourd'hui, la société évolue. La crise sanitaire que nous vivons a même justement mis un peu en lumière toutes ces questions-là. Il nous a semblé important que vous disposiez tous, pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être une connaissance aussi sur finalement les enjeux de cette société d'aujourd'hui, des entreprises, de ce qu'elles attendent, donc des profils aussi des employés à venir. Donc pour cela, on s'est rapproché d'une association qui est très connue dans le domaine justement du numérique, qui s'appelle les Talents du numérique. Et nous avons justement Rémi Ferrand, qui est le délégué général de cette association. Et Rémi, nous allons évoquer avec vous, le rôle de cette association, et puis deux, vous allez nous dire un petit peu en quoi le numérique a bousculé un peu notre société et comment l'école va s'adapter et le lycée va aussi s'adapter sur ces questions-là. Alors, le Talent du numérique, déjà, expliquez-nous un petit peu ce qu'est votre association. Bonjour et merci de cette invitation. Donc, Talents du numérique est une association qui a été créée maintenant il y a une quinzaine d'années par l'écosystème du numérique, à savoir les entreprises numériques et les formations délivrant des Bac+5 dans le numérique, donc les écoles d'ingénieurs, les universités, pour promouvoir les métiers et les formations du numérique. Puisque ce qui est vrai aujourd'hui était également vrai il y a 15 ans, et j'en dire peut-être même il y a 20 ou 30 ans, c'est que le numérique a besoin de talent et a un défaut d'attractivité globale sur ces formations et ces métiers. Donc, notre association a deux gros objectifs: faire en sorte évidemment qu'il y ait des professionnels du numérique pour le secteur du numérique, mais également que l'ensemble des professionnels des secteurs impactés par la transformation numérique aient des compétences numériques pour évoluer sereinement dans le monde professionnel. Et en ça, c'était pour nous une belle victoire, j'en veux dire, en tous les cas. Voilà, on s'est réjoui fortement que NSI apparaisse en tant qu'enseignement de spécialité, puisque ça correspond bien à ces deux objectifs: le fait que le secteur numérique puisse avoir probablement
des professionnels à court ou moyen terme, mais également que l'ensemble des professionnels des secteurs impactés par le numérique ces professionnels aient des compétences numériques adéquates pour évoluer. Donc le Alors, numérique a un point important sur le marché aujourd'hui, hein. On voit bien, donc on va pouvoir afficher même quelques chiffres que vous nous avez gentiment communiqués. Voilà, des chiffres clés, on voit que ça se compte quand même en milliards, on voit que de plus en plus il y a une part de marché, un poids dans le marché important. c'est ça qu'il faut comprendre en fait, à quel point le numérique et la transformation numérique poussent la croissance globale de l'économie française et également poussent la croissance globale de l'emploi dans notre pays. Donc j'ai mis effectivement des grosses données macroéconomiques qui peuvent paraître un peu absconnes, j'ai envie de dire, puisque le chiffre d'affaires du secteur c'est 58,7 milliards d'euros en 2019, mais il faut mettre ça en parallèle au fait que c'est à peu près équivalent à ce que fait la pharmacie, à ce que fait l'automobile, et donc on est vraiment un secteur majeur de l'économie. Mais dit comme cela, il faut aussi comprendre que la croissance du secteur numérique est bien plus importante que la croissance moyenne de l'économie française et que des secteurs que je viens de vous dire, typiquement l'automobile ou l'aéronautique. Et il faut bien se souvenir qu'en 2018, 20% de la création nette d'emplois dans notre pays, c'était le numérique. Donc notre souci, en fait, c'est moins de trouver des clients que de trouver des talents pour répondre finalement à ces demandes et pour répondre à l'ensemble des projets de transformation numérique de l'économie française. Donc on voit bien là clairement que finalement ça se stabilise, il y a des besoins réels et dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne va pas se tarir. On est plutôt au contraire sur une expansion. Vous nous avez donné également des chiffres clés par rapport au numérique pourvoyeur d'emploi. On voit bien 530 000 emplois salariés. Alors effectivement, on est pour le secteur stricto sensu du numérique à plus de 500 000 emplois salariés maintenant. Et comme j'ai pu le mettre, donc c'est 175 000 créations nettes depuis 10 ans, c'est 23 000 créations nettes en 2019. Mais à ces chiffres donc propres du secteur numérique, il faut quasiment les doubler pour avoir une idée de l'emploi numérique dans l'économie française, puisqu'il ne faut pas oublier évidemment que chaque entreprise, chaque organisation a en son sein des informaticiens, des techniciens, des ingénieurs pour porter les projets numériques dans ces différentes organisations. Donc c'est 800, 900 000 finalement salariés qui travaillent sur le sujet du numérique et de l'informatique à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la situation est et en plus d'emplois pérennes. Ça veut dire que c'est 80% de cadres, 93% de CDI. Ça veut dire que quand on rentre dans le numérique et dans le secteur du numérique, on a quand même des conditions très confortables. Et c'est la slide qui poursuit, qui montre aussi la capacité de notre secteur à accueillir des nouveaux diplômés et que si vous engagez dans des formations du numérique, les taux d'insertion sont dans le monde professionnel sont extrêmement élevés et les chiffres-là sont extrêmement parlants. 70% des étudiants qui étaient dans nos établissements de formation au sein de Talents Numériques avaient signé un contrat d'embauche avant même l'obtention de leur diplôme. Enfin, c'est quand même suffisamment rare pour le signifier. Ça veut dire que 70% des diplômés, avant même de rentrer dans le marché du travail, ont déjà un contrat de travail, avec en plus des conditions, et encore là, extrêmement intéressante, puisque le salaire moyen à la sortie des études des études dans le numérique, niveau Bac+5, est de l'ordre de 2 630 € net par mois, ce qui est évidemment bien plus que le salaire moyen ou le salaire médian français. Donc c'est suffisamment important et éclairant pour le dire. On accueille et on insère de jeunes diplômés de façon forte et on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Il manque structurellement 10 000 diplômés niveau Bac+5 en France chaque année. Donc le numérique pourrait embaucher bien plus qu'il ne le fait et c'est un peu l'objet de cette présentation et de notre propos et même de l'existence de cette association. Alors là, justement, si nous considérons les chefs d'établissement qui nous écoutent, à la fois des principaux de collège, puisque la question de l'orientation se pose finalement dès la 4e et la 3e, et puis aussi les proviseurs de lycée. Donc on a donné des éléments sur le contexte, sur l'évolution de la société, sur ce que peut être ce marché en devenir et les recrutements. On va en discuter avec Jeanne tout à l'heure. Mais quels sont les métiers possibles? Parce que finalement, quand je suis proviseur de lycée, que je travaille avec mes équipes, les équipes pédagogiques, l'équipe de direction, qu'est-ce que
que je peux dire aussi des métiers possibles pour qu'on puisse rendre en plus ce secteur un peu attractif et cette filière plus attractive? Alors, avant de parler des métiers, il faut parler des endroits et des types d'organisations qui recrutent donc dans le numérique. Donc, il y a trois typologies d'entreprises du numérique. Il y a tout d'abord les entreprises qui font du service du numérique. C'est elles qui conseillent les entreprises et assurent la conception et l'installation des logiciels et des solutions informatiques. Il faut savoir qu'une organisation, une entreprise, une association n'a pas forcément en son sein les compétences pour faire cette transformation numérique. Donc, elle fait appel à ces entreprises de service, à ces consultants pour venir les aider. Il y a évidemment aussi les éditeurs de logiciels qui, eux, conçoivent et développent et commercialisent les applications que tout à chacun peut utiliser au quotidien, mais qu'on peut aussi avoir au sein des entreprises par ailleurs. Ensuite, il y a aussi les sociétés de conseil en technologie qui souvent font de la recherche et développement externalisé. Et là aussi, on vient en renfort des centres de ressources de recherche et développement du secteur de l'automobile, de l'aéronautique, etc., pour justement porter cette transformation numérique, pour porter cette innovation. Au-delà de ça, et comme je le disais, on retrouve ces fonctions de techniciens, informaticiens et ingénieurs dans l'ensemble des organisations qui portent des projets de transformation numérique. Donc dans les banques, les assurances, les hôpitaux, les administrations, on a besoin de tels professionnels. Alors les métiers dont on a besoin à l'heure actuelle, il faut savoir que tous les métiers du numérique sont en tension. Et comme le disait Jean-Marie Chénaud, on est en plein emploi dans le numérique. Et s'il y a un petit sujet, c'est pour les seniors. Mais globalement, on est en plein emploi. Et il y a trois typologies. Alors, Gian Bacciocchini détaillera et nous dira des projets très concrets qui permettront de comprendre un peu également ces métiers. Mais il y a trois grands types de métiers. Une grosse masse. Très quantitatif, c'est les programmeurs, les développeurs qui sont accessibles, Bac+2, Bac+3, voire Bac+5. Ensuite, il y a les professionnels généralistes du numérique qui peuvent être des consultants, des chefs de projet et qui aussi vont porter les projets de transformation numérique et qui sont de Bac+3 à Bac+5 essentiellement. Et enfin, il y a une dimension aussi très spécifiques sur des volumes peut-être moindres, mais extrêmement demandés par les entreprises, ce sont les experts du numérique sur les grands sujets qui portent en ce moment la transformation numérique, à savoir l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les blockchains et tous les métiers reliés à la data scientist, data analyst. Donc, trois blocs, deux très quantitatifs, donc développeurs, programmeurs, un autre autour de généralistes du numérique, donc des consultants, des chefs de projet, et enfin ces experts de l'intelligence artificielle, de la data ou de la cybersécurité typiquement. Alors justement, vous l'avez soulevé aussi, parce que maintenant, on a pu avoir des éléments qui peuvent aussi rassurer les chefs d'établissement qui nous écoutent, mais que dire des parcours ? Quels sont les parcours que l'on peut mener, les orientations pour ces élèves-là? Vous évoquez rapidement justement Bac+2, Bac+5. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des orientations post-lycée? Alors, tout d'abord, deux préalables. Il n'y a pas un parcours pour rejoindre le numérique, mais des parcours. Et vous pourrez à tout moment, via la formation professionnelle ou des réorientations, venir dans le numérique. Il n'y a pas un établissement de formation qui n'a pas prévu un système qui permet d'accueillir en son sein des personnes qui se seraient trompées de projets d'orientation ou qui seraient en reconversion dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, c'est important et on ne veut pas donner de préconisation absolue. Il n'y a pas un parcours et des parcours. Et une fois dit cela, je vais essayer quand même de formaliser un peu ce qui est peut-être le plus direct pour nous rejoindre. Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre que dans l'établissement de formation du numérique, plus des 3/4 viennent de la voie générale. Mais ce n'est pas pour ça, encore une fois, qu'il n'y a pas des parcours en venant de la voie professionnelle et de la voie technologique. Donc, si on parle justement de la voie professionnelle, il faut savoir que le secteur du numérique a souvent s'est peu intéressé finalement aux jeunes donc issus de la voie professionnelle et le seul baccalauréat qui était un tant soit peu proche de nos préoccupations était le baccalauréat système numérique.
Mais depuis, le secteur du numérique s'est mobilisé, s'est rapproché du ministère de l'Éducation nationale et nous sommes en train de créer une mention complémentaire dédiée aux services numériques, aux organisations, qui va être créée à la rentrée de 2021 et qui permettra justement aux ces jeunes issus de la voie professionnelle de nous rejoindre et d'acquérir les compétences nécessaires pour nous rejoindre, soit directement, soit en leur permettant de poursuivre, notamment vers un BTS ou un BTS SEO. Donc, c'est important de dire qu'on est en train de travailler justement avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire en sorte que les jeunes de la voie professionnelle nous rejoignent en masse. À ce niveau-là, c'est moins pour les besoins du secteur du numérique que pour travailler dans les organisations impactées par le secteur, par la transformation numérique. Donc, on est plutôt sur les autres secteurs économiques ou les associations, les administrations, que pour les besoins propres du secteur numérique. Mais c'est aussi un nombre incalculable d'emplois potentiels. Donc, c'était important pour nous de travailler dessus. Autre voie, la voie technologique. Et là, deux filières apparaissent de manière très intéressante pour nous. C'est le baccalauréat STI 2D et le baccalauréat STMG dans une dimension un peu plus support, management et gestion. Et donc, ces deux filières-là sont extrêmement intéressants et on voit même qu'il y a des parcours via STI 2D pour rejoindre les BTS système numérique, le BTS service aux organisations, évidemment les BUT informatique ou métier du multimédia de l'Internet. On peut même, via cette filière-là, atteindre et rejoindre une école spécialisée ou une école d'ingénieurs. Et comme vous le savez, il y a également une classe préparatoire qui s'appelle Technologie et Sciences industrielles, qui est très intéressante pour rejoindre une école spécialisée ou une école d'ingénieurs. Alors, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, hein, Rémi, puisque je suis en plus concernée. Je représente le corps féminin, on va dire. Clairement, aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, Jean-Marie, un décalage énorme entre les filles et les garçons qui se présentent dans cette spécialité-là. Donc, on peut imaginer plein de choses. On sait aussi, est-ce que les filles s'autorisent finalement à prendre cette spécialité? Est-ce que les parents projettent aussi leurs filles dans ce type de spécialité? En tout cas, peut-être Rémi, un constat rapidement, et puis Jean-Marie évoquera la nécessité, en tant que chef d'établissement, de s'emparer de ce sujet-là. Alors, avant de parler des femmes, et c'est un vrai beau sujet, je voudrais terminer mon propos parce que j'ai parlé de la voie professionnelle et la voie technologique, je n'ai pas parlé de la voie générale. Donc, pardon, c'est moi qui vous ai un peu accéléré dans le propos. Alors, en effet, dites-nous tout. La voie générale d'abord et les filles après. Voilà, et donc effectivement, et en plus, c'est le propos par rapport au sujet NSI. Pour dire que les établissements de formation du numérique ont réfléchi évidemment à cette réforme du lycée qui était très impactante et qui a vu émerger encore une fois un vrai parcours dans le numérique avec SNT et NSI, donc ce qui était très intéressant pour nous et ce qui était extrêmement demandé par le monde professionnel. Il faut savoir qu'il y a quand même 4 enseignements de spécialité qui nous sont particulièrement intéressants pour nous rejoindre: mathématiques, NSI, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. On a fait une enquête cette année pour savoir auprès de nos établissements les préconisations qu'ils faisaient en termes d'enseignement de spécialité. 2 ont émergé particulièrement, les mathématiques, puisque 75% de nos adhérents ont estimé que les mathématiques étaient incontournables, et 70% de nos établissements ont estimé que NSI était très adapté. Physique-chimie vient juste après, donc physique-chimie est également un bon choix. Donc c'est pour dire à quel point effectivement NSI en tous les cas, avec en plus des parcours qui ont émergé spécifiques NSI dans l'enseignement supérieur, on pense notamment à l'avènement de classes préparatoires dédiées, MP2I, donc c'est aussi intéressant. Et derrière tout ça, il y a un rapport aux mathématiques. Donc il faut savoir qu'il y a tellement de diversité de formations qu'il y a nombre d'entre elles n'exigent pas un niveau mathématique très élevé pour pouvoir y accéder. Cependant, si on va dans un cursus assez classique, assez traditionnel, donc un BUT, un parcours en université, licence ou master ou une classe préparatoire, un bon niveau en mathématiques est quand même une obligation et la spécialité mathématique s'impose comme un choix à minima en première et certainement également en terminale. Alors, on va aussi rassurer les participants, puisque vous avez eu la gentillesse de mettre à disposition un certain nombre de documents qui apparaîtront d'ailleurs dans l'infographie de synthèse tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, c'est justement maintenant qu'on évoque la question, la place des filles donc dans cette voie. Un petit constat rapidement, Rémi, puis ensuite Jean-Marie prendra aussi le relais sur cette question.
Oui, bah, le constat, il va être vite fait. C'est un constat d'une relative catastrophe hein, de la place de la femme dans le numérique au global, dans le secteur du numérique en particulier. Donc, il faut savoir que le nombre de femmes hein, dans le secteur du numérique, c'est 28%. Si on enlève les emplois support, RH, juristes, on tombe sur des métiers techniques et scientifiques où on est à 10, 15, 20% au mieux. On a fait du coup dans cette enquête auprès de nos membres, hein, donc on a posé la question sur le nombre de femmes dans les promotions actuelles. On est à 19,4%. Alors il faut savoir que c'est pas et Jean-Marie en parlera, hein, mais c'est pas historiquement, hein, la situation n'était pas si catastrophique que cela, puisqu'il y a 30, 40 ou 50 ans, on pouvait trouver des promotions avec 30, 40 et au-delà de femmes. Alors, on a fait aussi une enquête hein, qui a révélé tout de même que les lycéennes étaient bien moins informées sur les enjeux et les métiers du numérique que les lycéens. On a aussi révélé lors de cette enquête hein, qui était dédiée aux représentations des jeunes sur le numérique que les femmes avaient aussi une prise de conscience beaucoup moins aiguë de l'importance présente et à venir du numérique, ce qui explique peut-être en partie, alors je n'ai pas toutes les solutions pour faire en sorte qu'elles viennent en masse vers nous, mais ce qui explique certainement aussi qu'ensuite elles ne nous rejoignent pas. Alors même que si on prenait l'ancien baccalauréat scientifique, la part des femmes était de l'ordre de 50%. Donc il y a certainement un problème de communication du numérique qui a survalorisé peut-être la dimension technologique, qui a beaucoup moins parlé des usages, l'usage dans la santé, l'usage au quotidien, l'usage pour l'environnement. Et cette faiblesse de la communication, de notre présentation, a certainement fait en sorte que les femmes ne nous rejoignent pas par rapport à d'autres secteurs traditionnels où on les retrouve dans les sciences, à savoir la médecine, la pharmacie ou la biologie. Alors, Jeanne, d'ailleurs, tout à l'heure, elle nous présentera des exemples très concrets d'applications et qui pourraient séduire d'ailleurs des jeunes filles hein, qui pourraient se destiner à cette filière-là. Jean-Marie Chéneau, sur cette question filles-garçons pour la spécialité NSI. On est vraiment en plein dans un stéréotype de genre. Rien ne justifie ce pourcentage. D'ailleurs, c'était faux dans les années 80. Dans les années 80, les filles sont majoritaires en France dans les filières du numérique et notamment dans les licences d'informatique. Tout bascule dans les années 90. Si vous prenez en Tunisie, au Maroc, en Malaisie, les filles sont majoritaires. Et donc, c'est vraiment uniquement un problème de stéréotype. Et pour combattre ça, c'est là où vraiment le rôle comme je le disais, des équipes de direction est majeur parce que il faut être sur le terrain pour arriver à combattre, notamment en seconde où le choix va se faire de la spécialité, pour expliquer aux filles qu'il n'y a aucune raison qu'elles ne s'orientent pas dans les filières du numérique et que le numérique c'est autant fait pour elles que pour les garçons. Parce qu'on a encore trop de discours ou des témoignages hein, de filles qui nous disent « on me dit que le numérique c'est pas pour moi ». Ça, il faut absolument que ça cesse et c'est que sur le territoire qu'on pourra vraiment lutter contre ça. Je le crois vraiment. Alors, un tout dernier point, c'est qu'on a parlé des Bac plus 5. Il y a des filières courtes. Hein, tous les jeunes ne se projettent pas dans les filières longues. Donc, il y a vraiment des filières courtes dans le numérique. Je pense au BTS, je pense aux IUT. Sauf que ce qu'on observe, et on ne va pas leur reprocher, c'est que les jeunes, filles ou garçons, qui arrivent dans ces filières courtes, eh ben, ils ont envie de continuer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Bac plus 5, parce que les jeunes ne s'arrêtent pas à Bac plus 2 ou Bac plus 3, même quand ils sont dans des filières courtes. Et comme le système leur offre, il y a une telle demande, la possibilité de poursuivre, surtout qu'il y a des filières par apprentissage où on peut financer ses études, eh bien, évidemment, ils s'en saisissent, et après tout, tant mieux. Et c'est vrai qu'on a un système souvent pour lequel on reproche ce manque de passerelle ou ce manque de poursuite possible. Pour le coup, là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc peut-être que là, nous allons creuser maintenant la question du recrutement. Il nous a paru intéressant de pouvoir justement échanger avec notamment Jeanne Bacicchini. Vous êtes directrice du recrutement de la société Capgemini. Vous intervenez également dans l'association des talents du numérique. Et on a voulu avoir un peu votre point de vue justement sur finalement cette société qui évolue et qui forcément demande des compétences différentes au moment du recrutement. Donc, dans un premier temps, peut-être nous donner des exemples concrets d'applications, donc des compétences numériques, notamment au sein de votre entreprise. Alors, dites-nous tout, Jeanne. Alors, donc bonjour, merci pour cette opportunité également de témoigner. Capgemini peut être
que certains connaissent. C'est quand même une fierté d'une entreprise qui est passée de un collaborateur il y a 50 ans à 265 000 collaborateurs. Donc, la transformation numérique qui a permis à cette entreprise de devenir une entreprise multinationale. En France, on est à peu près 37 500 avec des marques comme Capgemini, Sogeti et Altran et on recrute énormément. On est un des plus gros recruteurs de cadres en France et on recrute pour 3 raisons. La première, ça va être la croissance liée à la mise en place des nouveaux projets. Donc, les nouveaux projets de transformation digitale qui ont été très importants, notamment cette dernière année. La deuxième raison, c'est pour l'acquisition de nouvelles technologies, car les technologies, elles changent souvent et au bout de 3-5 ans, elles ont besoin de changer et on les renouvelle. Et la troisième raison, c'est pour remplacer nos salariés qui, eux, partent chez nos clients pour continuer cette aventure qu'on démarre avec nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recrute beaucoup. On recrute, même en 2020, là, je pense que les chiffres s'affichent et j'espère, malgré le contexte, on a maintenu ces activités de recrutement avec plus de 4000 CDI qui ont été proposés. Et puis en 2021, on repart aussi sur un plan de recrutement pour accompagner la croissance de l'entreprise et aussi renforcer notre engagement auprès de ces jeunes, donc avec d'un côté le recrutement de stagiaires et d'alternants qu'on accompagne énormément, et puis plus de 6200 CDI avec 40% de jeunes diplômés. Donc ce ne sont pas des métiers qui sont réservés aux plus expérimentés, beaucoup de recrutement de jeunes diplômés. Et le constat est là. Moi, je suis sur ce rôle depuis quelques années déjà. Et tous les ans, on pourrait recruter beaucoup plus que ce qu'on arrive à recruter. On n'arrive pas à trouver assez de profils de jeunes diplômés parce que, comme Rémi l'a évoqué, il n'y en a pas assez qui choisissent cette filière-là et qui sont intéressés par les métiers. On n'est pas les seuls à recruter. Nos clients recrutent aussi beaucoup dans ces profils-là. Il n'y a pas que le secteur du numérique, et Rémi l'a évoqué. Ça a été longtemps l'aéronautique aussi. Ça a un peu ralenti peut-être la dernière année. On a parlé de la banque également. Pour répondre à la question, il y a la question des métiers. C'est quoi les métiers? Parce que ça peut paraître un peu... je pense que les familles qui s'affichent, il y a plusieurs familles. Il y a la famille de la partie infrastructure. Donc voilà, l'infrastructure, un ingénieur, système réseau, qui va pouvoir maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures de nos clients. Il y a le besoin qui est plus important effectivement dans l'ingénierie logicielle, qui sont les développeurs, qui eux vont traduire le besoin d'un client en solution informatique et qui conçoivent la solution technique. Ils vont la coder, ils vont la tester. Il y a aussi la famille de tout ce qui est ingénierie physique et système. Là, par exemple, ça va être un ingénieur calcul qui va faire les études de conception, de production d'un produit, qui va appliquer des méthodes de calcul pour optimiser les caractéristiques mécaniques. La famille cybersécurité qui devient de plus en plus importante avec les attaques et puis d'ailleurs l'importance des systèmes informatiques. On voit beaucoup de failles aussi qui peuvent arriver avec quelqu'un qui est ingénieur en cybersécurité, il va analyser les failles de sécurité d'un système d'information, il va proposer des solutions pour les sécuriser, prévoir d'éventuelles cyberattaques, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été cibles ces dernières années de cyberattaques, et puis les familles après de la data dont on a parlé, l'analyse de données, l'exploration des données. Ça, c'est un peu les familles, les typologies de métiers. Et pour illustrer un peu plus le propos, l'idée c'est de vous parler de quelques exemples récents d'applications dans certains secteurs. Ça veut dire quoi un projet dans le secteur du numérique? Donc dans l'industrie, les deux exemples que je vous propose, le premier il est auprès de PSA qui en 2020 a été le seul groupe à respecter ses quotas d'émissions de CO2 par rapport à tous les autres constructeurs automobiles. Et comment ils ont réussi à faire ça? C'est parce qu'on a développé ensemble une application qui permet au groupe de contrôler le niveau de CO2 émis par tous les niveaux véhicules qui sont vendus en Europe. Donc ça, c'est un exemple dans le secteur de l'automobile. Un autre exemple, là, qui s'illustre, c'est comment on améliore la détection automatisée de la qualité des œufs. Donc ça, c'est pour un industriel portugais donc, dans l'agroalimentaire. Là, c'est avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage automatique qui a permis de contrôler et puis de classer les œufs selon leur qualité. Donc ça permet quand même de revaloriser
plutôt que d'avoir des déchets ou peut-être des problématiques au niveau des santé, l'équivalent de 2,2 millions dans le cas de cet industriel-là. Donc ça, ce sont les deux exemples de l'industrie. Le deuxième secteur, et qui est peut-être devenu le plus important récemment, c'est le secteur public. Les deux exemples qui sont proposés, le premier est tout ce qui est ce qu'on appelle Smart City, donc ce sont les villes intelligentes. La première qui s'est lancée dans ces solutions-là, c'est la ville de Dijon, avec une plateforme qui permet de connecter toutes les infrastructures urbaines de la métropole de Dijon. Donc là, on parle de 24 communes, 260 000 habitants, et cette plateforme va permettre de coordonner, d'exploiter et de maintenir à distance la plupart des équipements urbains de la métropole. On parle des feux de circulation, de l'éclairage public, des caméras de vidéoprotection. Donc en fait, tout est contrôlé dans la même tour de contrôle. On peut agir très vite et adapter les choses à distance d'une façon connectée auprès de toutes les communes. Peut-être un dernier exemple, Jeanne, sur notre secteur d'activité. Et bien dans la santé peut-être. Alors là, je vais peut-être donner l'exemple de l'assistance de l'assistance publique hôpitaux de Paris, parce que là, avec 15 personnes en mécénat de compétences, nous avons réussi à aider l'assistance publique hôpitaux de Paris à mettre en place l'application qui s'appelle Covidom, qui permet le télésuivi des patients porteurs ou suspectés du Covid. Donc ça, c'était très rapide, très vite, et la réaction a été rapide depuis le 15 mars. Et puis là, l'aide a été déployée et certains ont pu peut-être la tester. Et en tant que directrice du recrutement, quelles sont les compétences que vous attendez, vous, auprès des collaborateurs que vous êtes amenés à recruter? Alors, on est très prudent, bien sûr. Les lycéens, aujourd'hui, ne sont pas employables. On ne va pas les employer à la sortie du lycée. Mais si on devait porter à la connaissance des chefs d'établissement, des enseignants qui nous écoutent, les compétences qu'on attend dans un potentiel employé dans le secteur du numérique et des sciences informatiques, ce serait quoi, alors ? Alors, les compétences, il y a ceux qu'on cherche historiquement, voilà, qui font partie de ce qu'on cherchait. Il y a ceux qui font la différence maintenant et qui sont en forte croissance. Donc, historiquement, on va bien sûr regarder la capacité d'analyse, notamment pour ceux qui vont être dans la partie conseil métier, et puis bien sûr la connaissance et l'emploi des technologies, avec la capacité d'innover, l'esprit d'équipe, comment j'interagis, je coopère avec mon équipe, et puis surtout avec un réseau au niveau international, avec des équipes qui sont en parallèle pour avancer vers un objectif commun. Le sens du service, notamment du client, parce que là, c'est comment j'écoute mon client et j'essaie de comprendre ses besoins et d'anticiper et répondre par des solutions. Là, on voit la négociation et la communication orale et écrite qui continue quand même à être un critère très important de notre côté. Les nouveautés, alors ce n'est pas des nouveautés, mais ce qui fait la différence, c'est-à-dire qu'on peut avoir à deux profils qui ont les compétences qu'on voit qui sont recherchées et historiques, des choses qui font faire la différence maintenant et puis pour la suite, ça va être la capacité à gérer son propre apprentissage. Là, on l'a vu cette année également, c'est de se dire comment un collaborateur va pouvoir apprendre vite, comprendre les mécanismes de l'apprentissage, comment il va aussi remettre en question ce qu'il sait, avoir le sens de l'organisation et puis aller chercher les bonnes briques pour s'auto-former. Ça c'est un critère qui est très important. Et d'ailleurs, on voit aussi que les collaborateurs, si on les aide pas à avancer là-dessus, ils vont chercher ça ailleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, une technologie 3 à 5 ans, si on ne continue pas à former tout le temps ces collaborateurs, ils vont partir. La créativité, qui pour moi est un des éléments importants. Pourquoi ? Parce qu'elle reste propre à l'humain. Donc aujourd'hui, les robots, eux, ils savent que optimiser les idées et les processus existants. La créativité, elle représente la capacité de concevoir des idées novatrices tout en s'adaptant aux contraintes d'aujourd'hui. Ça, un robot ne sait pas faire. Donc la créativité est quelque chose énormément recherché et la capacité d'adaptation. On a vu tous les changements qu'il y a eu ces dernières années. C'est quelque chose de constant dans l'entreprise, dans l'environnement. Donc un esprit qui est adaptable, c'est un élément, une compétence essentielle pour faire face, pour faire face à ces changements et se montrer flexible, ouvert en fait aux nouveaux défis.
Alors justement, ce qui est intéressant, et on va terminer votre intervention là-dessus, c'est que vous avez eu à mener ce que vous appelez l'inclusion numérique, c'est-à-dire que finalement, dans ces difficultés de recrutement que vous avez rencontrées, la solution pour pallier à cela, ça a été donc finalement de reconvertir, d'apporter une formation à la reconversion de personnes qui n'étaient pas issues initialement du milieu du numérique, ou en tout cas de ces filières du numérique. Donc comment vous avez procédé? Dites-nous rapidement un peu comment vous faites aujourd'hui, puisqu'après on échangera sur comment on peut inverser cela et faire en sorte que justement, finalement, vous ayez des personnes mieux formées pour les métiers attendus. C'est exact. En fait, comme je disais, on arrive rarement à atteindre tous les objectifs de recrutement. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller chercher des profils qui sont dans d'autres filières, qui ont été formés à d'autres filières. Alors, notamment des filières scientifiques, ça peut être physique, mécanique, biologie, mais également d'autres filières. On a des exemples dans la géopolitique, la psychologie et même la photo. Ce sont des demandeurs d'emploi pour la majorité des cas. On va, avec Pôle emploi, les former pendant 3 mois à une nouvelle technologie, à une nouvelle solution qui est très demandée sur le marché, et on va les embaucher en CDI. Pour illustrer ça, en 2019, on a fait plus de 600 recrutements en CDI via ce canal-là. Donc, c'est super. Ça veut dire que derrière, on peut, si on a fait un choix d'une autre filière, se reconvertir. Le message d'aujourd'hui, c'est voilà, ce serait bien qu'il y ait un équilibre un peu plus important avec des personnes qui choisissent un peu plus tôt cette filière-là. Merci beaucoup, Gilliane. Donc, Jean-Marie, en effet, on a presque un souci. On a un secteur de plein emploi qui peine à recruter. On a paradoxalement d'autres filières avec des personnels formés à Bac+5 qui ne trouvent pas d'emploi dans d'autres domaines. Bon, alors après, c'est rassurant de voir qu'on peut tout à fait se reconvertir et qu'il peut y avoir des formations pour s'adapter au métier du numérique. Mais comment on va raccrocher un petit peu tout ça? Finalement, on va vous proposer de remonter un peu dans le temps et en arrière sur le moment justement du choix de l'orientation des élèves et du rôle essentiel que vont jouer les chefs d'établissement. Donc, on va passer dans cette deuxième partie à finalement le leadership du chef d'établissement. Quelles sont les actions, les leviers qu'il peut identifier de manière générale? Et puis ensuite, on interrogera Françoise qui nous détaillera des points d'action très précis. Oui, merci beaucoup Magali. Je vais être très court parce que je crois qu'il est très important de passer la parole à Françoise. Encore une fois, on est sur il faut contrer des stéréotypes, il faut donner une information éclairée aux jeunes, à leurs familles, pour qu'ils puissent choisir en toute connaissance de cause. Et ça, c'est vraiment la responsabilité, c'est-à-dire que c'est même le seul, c'est l'équipe de direction qui peut faire ça. Donc c'est pour ça que le rôle de l'équipe de direction, en concertation avec le rectorat, donc les cadres du rectorat sont aussi sont très concernés, c'est évident, mais c'est bien au niveau c'est au niveau du leadership que les choses peuvent évoluer et que les choses peuvent s'arranger. En tout cas, notamment pour les filles et puis pour le choix. Mais écoutons Françoise. Alors, j'avais une question juste avant, puisque vous êtes déjà un certain nombre à interroger ça. Et justement, une des personnes qui participent nous interroge sur quel est l'âge idéal pour engager une politique volontariste d'établissement, notamment auprès des jeunes filles. Est-ce qu'on peut commencer dès le collège, finalement, à les familiariser aussi? Alors là, le ministère y travaille réellement depuis tout petit. Certainement au collège. C'est-à-dire que le collège est très important. Si on attend la seconde, ça risque d'être un peu tard. C'est jamais perdu, donc même en seconde, il faut se battre. C'est-à-dire que même si effectivement la seconde, on a ils ont eu, mais c'est à la fois au collège et dès la primaire où il faut casser. Alors je parle surtout pour filles garçons. L'intérêt du numérique, enfin le débouché du numérique, là pour le coup, c'est en primaire ou en collège, c'est pas immédiat. Mais les stéréotypes de genre doivent faire l'objet d'une lutte tout au long de la scolarité. Mais il ne faut surtout pas, sous prétexte que ça n'a pas été fait suffisamment, ou on trouve que ça n'a pas été fait suffisamment en collège, il ne faut pas baisser les bras en lycée. Quelle que soit la filière, générale, pro ou technologique, je dirais. Mais, donc, voilà, c'est un travail sur toute de très longue haleine. Les choses évolueront lentement, mais si on ne bouge pas, là, c'est sûr qu'elles n'évolueront pas du tout.
Il y avait également une autre intervention d'un participant ou d'une participante qui nous indique que les entreprises semblent plutôt recruter à Bac+5. Donc j'espère que les interventions là ont pu montrer qu'au contraire, enfin pas au contraire, mais en tout cas on a aussi du recrutement à Bac+2. Alors, les entreprises, elles recrutent parce que c'est ce qu'elles trouvent. Alors au début, et on peut espérer, les professeurs qui connaissent, il y a une réforme des IUT qui est importante, il faut que vraiment le lycée, on est sur le -3+3, là, le -3+3, c'est vraiment le sujet des chefs d'établissement. Donc il faut absolument voir ce qui se passe dans les IUT. Les IUT maintenant sont en 3 ans et vont sortir dans les filières du numérique, par exemple des UT, mais dans les autres, des jeunes qui auront une formation qui, pour le coup, une employabilité encore plus forte, et peut-être que beaucoup n'auront pas forcément envie de poursuivre, mais encore une fois, il n'y a aucune obligation pour ces jeunes à poursuivre la +5. Ce qu'on observe, c'est que tous ceux qui rentrent dans des filières courtes continuent. Bon, en tout cas, c'est positif. Et on va peut-être maintenant laisser la parole, en effet, à Françoise Turbo. Donc, Françoise, merci d'être avec nous. Vous êtes proviseure d'une cité scolaire dans l'Académie de Paris. Et vous êtes particulièrement concernée et impliquée sur les questions de NSI. Donc, je vais vous demander, en tant que, justement, proviseur, quels sont les leviers que vous avez identifiés au sein de votre établissement. On va peut-être commencer, justement, par la pleine implication déjà en tant que proviseur soi-même, c'est-à-dire que modifier ses propres représentations, finalement, et puis comment on peut embarquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais on peut embarquer aussi, déjà l'équipe de direction, et puis vous allez nous dire aussi par la suite les équipes pédagogiques et le rôle des professeurs principaux. Alors Françoise, on vous écoute déjà, soi-même en tant que proviseur, ça suppose de se réinterroger, et puis comment on embarque un petit peu l'équipe de direction et ensuite les équipes pédagogiques. Donc, en effet, je pense que la première des choses, et on l'a vu tout à l'heure dans les précédentes prises de parole des uns et des autres, c'est travailler sur les représentations. Et donc, en effet, comme vous le dites, c'est travailler sur les siennes propres, parce que nous en avons tous, et nous avons tous en tête des stéréotypes. Et une des premières choses, c'est confronter ou frotter ces stéréotypes à la réalité de notre monde. Et comme nous l'avons dit aussi, le numérique fait partie de nos vies. Donc ça, c'est désormais une certitude, et il en fera encore plus partie demain. Le devoir, la mission, j'allais dire première d'un chef d'établissement, me semble-t-il, c'est bien de préparer les élèves au monde dans lequel ils vont vivre et dans lequel ils vont aussi travailler et donc s'épanouir. Donc par rapport à cela, le numérique aujourd'hui, que ce soit dans notre représentation et dans la réalité surtout, fait partie de la vie, fera partie encore plus de la vie et des professions et des métiers de nos élèves. Et donc, c'est en cela que nous avons une mission importante par rapport à ça. Donc, en effet, tout d'abord, reposer ses propres représentations et puis les confronter au réel. Ensuite, bien entendu, ça va être l'équipe de direction. Et l'équipe de direction, elle va travailler en direction des professeurs principaux tout d'abord, particulièrement en lycée ceux de seconde, des professeurs principaux de seconde, puisque c'est là que va se faire ensuite le choix des spécialités. Mais je voudrais revenir aussi sur la question que vous avez posée précédemment. En effet, plus on travaille tôt sur les représentations, et meilleur on est. Donc, on doit aussi travailler ça en classe, au collège, puisque l'orientation, elle ne se fait pas seulement en seconde, elle ne se fait pas seulement en terminale, elle ne se fait pas seulement en troisième, mais elle se fait bien tout au long aussi des années collège. Et les représentations, elles se cassent tout au long de la vie. Elle se casse dès la maternelle et on peut cheminer comme ça pour arriver donc jusqu'à nos années lycée. Donc, pour cela, d'abord, s'adresser donc vers ses professeurs, présenter, informer les enseignants, en particulier les professeurs principaux, sur ce qu'est véritablement la NSI, pour venir précisément à notre sujet du jour. Parce que la NSI, donc, c'est une nouvelle spécialité qui a vu le jour maintenant il y a 2 ans, donc que peu connaissent, et tout le monde de soi ne va pas directement se tourner, s'informer pour ce qui se passe. En général, les enseignants qui enseignent la NSI, ce sont des enseignants dont, enfin c'est pas en général, qui ont passé une certification universitaire supplémentaire, un DU, et donc ce sont souvent des enseignants qui viennent des sciences, bien sûr, mathématiques, sciences physiques, pour la plupart. Et les autres enseignants ont parfois une méconnaissance. Donc je crois que la première des choses à casser,
c'est cette méconnaissance-là, et donc d'informer, de donner des informations, de sensibiliser aussi tous les acteurs, donc en particulier les professeurs principaux. Et une des façons aussi de sensibiliser tout le monde, tous les personnels, ça peut être par exemple le conseil pédagogique, et au sein même du conseil pédagogique, puisqu'on donne une place à toutes les disciplines, en donner une aussi à la NSI. Et c'est une sorte de reconnaissance interpatresse de la NSI qui fait partie désormais du champ disciplinaire d'un établissement. Et donc en ce sens-là, déjà, ça lui permet une reconnaissance symbolique. Et puis après, donc, en parallèle plutôt, affiner cette reconnaissance symbolique avec une vraie connaissance d'échange, d'invitation, de présentation aussi des professeurs de NSI sur ce qu'ils font, d'invitation de leurs collègues à aller dans leurs cours de NSI pour montrer précisément ce qu'ils font. Ensuite, ces informations, elles peuvent aussi se doubler de conférences. Et on parlait tout à l'heure, et vous avez parlé à juste titre de quelque chose que nous devons tous avoir en tête lorsque nous pilotons un établissement scolaire, quel qu'il soit, c'est la fin, ou en tout cas la minimisation de l'orientation genrée. Et donc, en effet, les filles comme les garçons doivent être présentes dans le numérique et doivent se dire que les carrières qui sont dans le numérique sont aussi pour elles. Et donc, par rapport à ça, on peut avoir des conférences, on peut inciter, proposer ou solliciter des femmes qui travaillent dans le numérique, qui présentent leur métier, parce que entre ce qu'on dit et puis ce que l'on montre, il est important que l'on montre dans les faits des femmes qui travaillent dans le numérique et comment elles peuvent s'épanouir dans ces métiers-là. Et en particulier, donc, auprès des enseignants, après, chemin faisant aussi auprès des familles et auprès des élèves. Mais je pense que les premiers acteurs à acculturer au numérique, ce sont les personnels enseignants et les personnels des établissements scolaires. Alors, vous évoquez aussi dans le travail préparatoire la question des tiers-lieux, d'avoir des lieux spécifiques qui permettent les rencontres, les échanges, et c'est quelque chose que vous avez mis en place aussi sur votre établissement. Tout à fait, voilà. Et j'y arrivais justement. Alors nous, on a mis en place, mais ça peut s'appeler autrement, je présume, un Fab Lab. Donc ce Fab Lab, parce que j'ai la chance d'être dans une cité scolaire, donc on a déjà le continuum, si je puis dire, collège-lycée. Donc ce Fab Lab, c'est un lieu emblématique, puisque concrètement, on y voit les élèves s'amuser, découvrir, travailler autour du numérique, autour de la création de robots, etc. C'est quelque chose qui se fait d'une façon souvent ludique, puisqu'il y a aussi des concours, il y a des coupes de robots en football, par exemple, des choses comme ça. Des créations, ils travaillent avec des Lego pour fabriquer des robots. Et donc, dès la 6e, et nous, ce que nous faisons, et c'est très facile à faire, si je puis dire, c'est d'inviter aussi les élèves du primaire, de CM2 avec leurs enseignants à venir découvrir ce qu'est un Fab Lab. C'est d'avoir ce lieu emblématique qui permet à tout un chacun de venir, de voir ce qui s'y fait, d'être intéressé, interrogé et de suivre après peu à peu ce qui se fait. Et donc ce lieu emblématique, il faut essayer de l'ouvrir le plus possible sur des temps hors scolaire, hors cours, et donc vraiment permettre aux élèves dans un entre deux cours, et puis lorsqu'ils ont une heure d'études, et puis de venir dans ce lieu où ils vont découvrir mille et une choses qui peuvent se faire autour du numérique, discuter aussi avec des enseignants ou avec des adultes aussi qui travaillent sur le numérique et qui vont leur faire découvrir tout ce qui est possible. Puis je voudrais revenir aussi par rapport toujours à l'égalité filles-garçons, et en particulier dans les métiers du numérique, et qui est essentiel et qui est aussi indispensable pour les entreprises. Il y a de nombreuses associations qui travaillent en lien avec les établissements scolaires et qui sont d'associations, de fondations qui sont porteuses de cette égalité filles-garçons dans les métiers scientifiques et en particulier dans les métiers du numérique. Donc je pense que là aussi, nous en tant que chefs d'établissement ou équipe de direction, nous avons véritablement à leur donner une place parce que ces associations sont des associations, j'allais dire, militantes, reconnues par l'éducation nationale, et elles font un travail qui est vraiment très intéressant. Elles peuvent nous permettre d'être en lien avec des femmes, justement, inscrites dans des métiers du numérique, et montrer que c'est une source de plaisir et de réussite dans le métier.
enfin, en tout cas pas tout à fait enfin, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de voir et de présenter à nos élèves toutes les possibilités que la spécialité NSI peut ouvrir aux élèves qui l'apprennent. Alors tout à l'heure, Rémi a parlé des métiers numériques au sens stricto sensu, et donc de l'importance, par exemple, de la spécialité NSI, de la spécialité mathématique, bien entendu. Et il est évident que NSI et mathématiques sont étroitement liés, mais on peut tout à fait aussi imaginer d'autres mariages qui sont tout aussi pertinents. Par exemple, la spécialité NSI avec une spécialité art, que ce soit cinéma audiovisuel, que ce soit musique ou que ce soit art plastique, qui peut déboucher sur des métiers comme des game designers, level design, le métier du jeu vidéo, des multimédias, d'animation graphique, et qui sont aussi en pleine expansion actuellement. Et de la même façon, NSI avec les sciences humaines peut aussi très bien fonctionner, que ce soit informatique, maths appliquées avec les sciences humaines ou sociales, l'économie-gestion, l'économétrie, le double cursus droit et informatique. Donc, on voit bien que l'informatique et ce dont on parle ici plus précisément, le numérique, envahit en fait tous les domaines. C'est une technologie transversale et donc que l'on peut retrouver, que l'on peut associer après avec bon nombre de spécialités d'une façon pertinente. Et par rapport à ça, il y a Parcoursup, qui n'existe pas parce qu'on est sur la liaison Bac-3, Bac+3, qui n'est pas à utiliser seulement au niveau des élèves de terminale qui sont en train de s'inscrire, mais qui peut s'utiliser dès la classe de seconde et qui va permettre d'avoir une vraie réflexion, d'avoir de vraies informations sur les différents attendus de l'enseignement supérieur. J'aurais quand même une question, il faut aussi mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que la difficulté quand on est proviseur aussi de lycée, c'est que chaque professeur, notamment de spécialité, veut aussi défendre sa spécialité. Donc c'est là où le chef d'établissement et le proviseur du lycée a un leadership essentiel à jouer, de l'information, de la communication, des échanges aussi au sein des équipes pédagogiques, parce que en effet, quand on est professeur d'une autre spécialité, on a aussi envie de défendre celle-ci, et puis le professeur NSI, on se dit que lui, il est plus aujourd'hui dans l'actualité, dans les besoins de la société. Donc, c'est pas si facile que ça. Donc, ça demande à la fois du leadership, ça demande beaucoup de diplomatie, ça demande de l'explicitation, des rencontres. Donc, comment on peut un peu lever cette difficulté-là quand on doit gérer l'intérêt individuel, entre guillemets, avec cet intérêt collectif et cette vision aussi du futur pour nos élèves. C'est en fait toujours le problème, et justement, on a quand même un certain nombre de points d'appui, et en particulier sur les projets d'établissement. Le projet d'établissement, il a la vertu ou l'objectif, je ne sais comment dire, de synthétiser ce vers quoi on veut aller et d'avoir un projet supérieur en quelque sorte aux intérêts de chacun. Et je crois que c'est en travaillant collectivement d'abord sur ce projet d'établissement, en cherchant, en mettant en valeur ce que l'on veut, là où on veut amener nos élèves, qu'ensuite on peut permettre à chacun d'évoluer et d'apporter sa pierre à ce projet supérieur. Il n'y a pas une spécialité au détriment d'une autre. Nous sommes en première, il y a 3 spécialités, donc on a une combinatoire de 3, et en terminale, on a une combinatoire de 2. Donc il faut aider en effet, et c'est par le dialogue, par la discussion et par montrer justement la richesse des combinatoires différentes que l'on peut amener les enseignants à bouger et à montrer que eux, enseignants de SES, eux, enseignants de mathématiques, eux, enseignants de physique-chimie, quel intérêt ils peuvent avoir à montrer aux élèves qu'en se maillant ou en se mariant avec la NSI, comment est-ce que cela va porter aussi leur discipline vers quelque chose qui correspond au monde contemporain d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment là-dessus, parce que ce n'est pas une spécialité au détriment des autres, c'est bien toujours des combinatoires, et c'est sur ces combinatoires qu'on va travailler là. Et donc je crois que c'est en excluant très peu et en montrant bien plutôt le travail des uns avec les autres, ce que ça peut amener à nos élèves. Et là, le rôle du chef d'établissement est essentiel. Merci beaucoup Françoise. En tout cas, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous présenter une infographie de synthèse qui vous montre quelques ressources complémentaires, notamment issues des réflexions et des échanges de ce direct. Et on revient ensuite en plateau pour finir avec quelques questions et puis une conclusion avec Monsieur Chénaud. Donc, je laisse la parole à Sylvaine Paul, qui est ma collègue ingénieure de formation, ingénieure documentaire, qui va vous présenter l'ensemble de ces ressources. Sylvaine, c'est à vous.
Merci Magali. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de mardi de l'IH2EF consacré à l'enseignement de spécialités numériques et sciences informatiques. Vous avez sous les yeux donc notre support de communication que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. On passe directement au point ressources. Donc 4 ressources aujourd'hui à vous présenter sur des sites différents. Première ressource, les résultats de l'enquête menée par Talents du numérique qui interroge sur l'emploi et les formations du secteur du numérique. Donc c'est l'enquête dont il était question pendant l'intervention de M. Ferrand tout à l'heure, que je vous présente ici. Donc une infographie très visuelle, synthétique, qui va direct à l'essentiel. Avec, par exemple, la présentation des impacts de la réforme du bac. Ou un petit point sur la part des filles dans l'enseignement supérieur consacré au numérique. On retourne aux ressources donc, pour vous présenter cette fois-ci les BO spéciaux numéro 1 et 8 qui vont présenter en détail les programmes de cet enseignement de spécialité. Donc le BO spécial numéro 1 du 22 janvier 2019 pour les classes de première, avec en annexe le détail de programme. Et le BO spécial numéro 8 du 25 juillet 2019 qui, lui, est consacré au programme de terminale. Un petit retour sur le sommaire des ressources et je vais vous présenter donc quelques pages du site Talents du numérique, notamment les fiches métiers, avec quelques exemples ici, notamment l'exemple du métier de Data Scientist qui vous est présenté ici. Donc, dans ces fiches, vous allez retrouver les qualités nécessaires, un témoignage, les formations et prérequis nécessaires et les contenus donc, des compétences nécessaires à l'exercice de ce métier. Une deuxième page sur le site Les Talents du numérique, consacrée cette fois aux pionnières de l'informatique. Notamment ici la présentation d'Ada Lovelace, donc une précurseur dans le domaine de l'informatique. En dernière ressource, on va aller sur le site EduSchool qui présente un document « Pourquoi choisir le NSI ?» qui est sous forme de questions-réponses. Donc les questions qu'on se pose et les réponses qui sont apportées. Un petit rappel concernant les directs sur le site de l'IH2EF. Sur la page dédiée, vous allez retrouver les anciens directs avec un accès au replay, aux infographies. Les dates et le contenu des prochains directs, donc à noter dans vos agendas. Et puis un petit peu d'autopromo pour le centre de ressources de l'IH2EF, qui, je vous le rappelle, est accessible par le lien de la page dédiée du site de l'IH2EF. Et vous y retrouverez également le formulaire de contact si vous voulez nous poser des questions ou nous demander des conseils sur ces ressources. Bien. Voilà pour le point ressources. D'autres seront éventuellement présentés, ajoutés sur le site. Je vais repasser la parole à Magali, non sans vous avoir rappelé notre prochain rendez-vous le 2 mars, consacré au décrochage et au mal-être des étudiants. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Rendez-vous le 2 mars. Au revoir. Merci beaucoup Sylvaine. Donc vous retrouverez cette infographie de synthèse et l'ensemble des ressources ainsi que le replay de cette émission et le podcast dès demain après-midi. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. On voulait terminer quand même avec quelques questions, notamment 2 questions qui se rejoignent sur la question des moyens alloués justement pour la spécialité NSI. Vous le disiez tout à l'heure en préambule et en introduction, il y a eu des spécialités qui se sont ouvertes en première sur NSI, mais c'est vrai que finalement quand la spécialité ne se pérennise pas en terminale, se pose en effet après une question des moyens. Oui, ça c'est une difficulté qu'il ne faut pas cacher. Pour qu'une spécialité, normalement, il faut au moins 24 élèves. Si effectivement les effectifs en terminale deviennent trop faibles, c'est un vrai souci pour le chef d'établissement, ça c'est clair. Et là, il faut qu'il y ait une politique au niveau sans doute du rectorat, parce qu'on ne peut pas laisser, c'est pas un chef d'établissement tout seul qui peut régler ça.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait très justement Françoise, que j'ai 2 exemples d'ailleurs qui sont sur le site. On a beaucoup parlé de NSI en tant que cœur de métier, c'est-à-dire qui prépare à des filières où l'informatique est le cœur de métier, mais NSI, ça vient aussi compléter ce que disait tout à fait. Et 2 exemples me viennent à l'esprit. Il y a 44 ans, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est dans le domaine de l'histoire, est une personnalité très connue, disait l'historien de demain sera programmeur ou ne sera pas. C'était en 1967. Et personnellement, une des plus belles réalisations que j'ai vues au niveau informatique, c'est pour les égyptologues, la traduction des hiéroglyphes, un projet européen piloté par l'Université de Montpellier qui est incroyable, c'est remarquable. Et ça leur permet de faire en 4 jours ce qui mettait 6 mois à faire auparavant. Parce que décrypter les hiéroglyphes, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà. Et puis un dernier point, c'est que vraiment, ce -3+3, il est essentiel. Je garantis, mais il faut aller voir, il faut discuter avec eux. Il faut que dans les rectorats, on s'organise pour ça. Les formations du supérieur se sont vraiment adaptées et elles présentent maintenant, elles se sont présentes, j'en pensais à 2 qui étaient Paris et Bordeaux, mais elles présentent toutes leurs formations en termes de doublettes en terminale et de triplettes en première. Donc elles ont adapté en tout cas leur façon de présenter leur formation à la réforme du lycée actuel pour leur quasi-totalité d'entre elles. Et voilà, il faut vraiment que les responsables et les chefs d'établissement au niveau des lycées et les responsables de formation, surtout pour le L1 et L2, discutent sur les territoires pour que l'information passe le mieux possible pour les jeunes. L'objectif, c'est la réussite des jeunes, c'est tout. Je vais d'ailleurs montrer en parallèle, puisque vous l'évoquiez très bien, le cycle d'intégration L1 de l'université Paris-Sorbonne. Voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, en effet, les universités se structurent, proposent des continuums vraiment dans ces parcours-là. Et puis, une deuxième expérience qui est extrêmement intéressante que vous avez soulevée, de l'université de Bordeaux, qui a même mis en place ce qu'ils appellent Boost, donc la boussole d'orientation en sciences et technologiques. Donc, comme vous le disiez, des universités qui s'adaptent, l'enseignement supérieur qui s'adapte aussi à ces nouvelles filières, à ces nouvelles spécialités. Eh bien, écoutez, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter finalement pour NSI dans les mois et les années qui viennent ? Personnellement, moi je ne suis pas inquiet sur NSI parce que c'est le sens de l'histoire, il est là et ça va, comme on a dit, c'est une lame de fond et on ne va pas revenir en arrière. La seule chose, c'est que essayons de démarrer le mieux possible. N'ayons pas de regrets dans 5 ans en disant on n'a pas fait ce qu'il fallait, il aurait fallu faire plus. Voilà. Donc c'est un sujet important. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Mais donc faisons en sorte que cette spécialité soit une vraie spécialité de réussite et qu'elle se développe utilement pour la société française tout simplement. En tout cas, une filière de plein emploi, ça c'est sûr. Et on peut remercier justement nos intervenants. Donc Rémi Ferrand, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Gianne Biaccicchini, bien sûr, vous avez été aussi importante parce que vous nous avez permis de conforter l'idée qu'on était dans du plein emploi dans ces filières-là. Françoise Turbo, merci également pour votre regard de proviseur de lycée et de cité scolaire même. Et monsieur l'inspecteur général, merci à vous pour cet éclairage également. Donc le replay, le podcast, vous retrouverez tout ça dès demain donc sur le site de l'IH2EF. Et notre prochain rendez-vous sera le 2 mars et concernera en effet le décrochage scolaire avec une pensée particulière pour tous les étudiants qui vivent une situation compliquée. Et nous allons lever quelques éléments positifs et quelques démarches positives pour permettre de rester accroché à sa scolarité dans le supérieur. Merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.